Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Prenez place, installez-vous confortablement. Voici le sommaire. Les 35-44 ans peuvent désormais se faire vacciner. Un courrier a été envoyé mardi par le gouvernement au Monégasque et résident. Nous serons avec un médecin généraliste, le docteur Kylian. Il reviendra sur l'importance de la vaccination et sur les craintes fondées ou pas de ses patients. Nous verrons tout cela avec lui. Le 9 juillet, en début de soirée, les meilleurs athlètes du monde seront réunis pour le traditionnel meeting Hercules. Un rendez-vous à ne pas manquer juste avant les JO. Pour nous en parler, le directeur du meeting, Jean-Pierre Chebel. Un nouveau concept store vient de voir le jour et a lancé son premier événement, Océan, qui met à l'honneur des personnalités du monde du sport, du design et de l'art, à découvrir dans un reportage. Et nous l'avons appris mardi en début de soirée, la triste disparition de Jean-René Palacio, le directeur artistique de la Société des Bains de Mer, est décédé à l'âge de 68 ans. Une annonce qui a attristé, bouleversé le monde de la culture à Monaco, en France et même au-delà. Nous écouterons les témoignages de Jean-Luc Biamonti, Françoise Gamerninger et Manu Katché. Mais avant cela, le gouvernement a donné le top départ pour la vaccination de la population âgée de 35 à 44 ans. C'est une étape, mais pensez-vous qu'il faille vacciner encore plus jeunes? Vanessa Dessy vous a posé la question. Alors je pense, mon avis personnel, j'ai pas envie de me faire vacciner encore parce qu'on n'a pas assez de recul. Mais je pense que c'est une bonne idée. Pour les enfants à risque, c'est bien. Après, évidemment, ceux qui ne veulent pas le faire, ils sont libres de leur choix. Je vais le faire, c'est sûr, parce que de toute façon, on en viendra, je pense, à plus pouvoir voyager, donc il n'y a pas d'intérêt à ne pas le faire. Tant que ça ne devient pas une obligation, c'est bien. Au moins, tout le monde a le choix de faire ce qu'il veut. Vu mon âge, je ne pense pas me faire vacciner, mais je sais que mes grands-parents se sont fait vacciner. Et, bon, au tout début, j'ai eu vraiment peur parce que bon, c'est quelque chose qui est assez récent et on n'a pas trop de recul, donc... pour l'instant, on verra comment ça ira. Je ne pense pas personnellement me faire vacciner, mais je trouve que c'est bien pour ceux qui ont envie ou qui sont à risque en ce moment. Ah bah oui, moi je trouve ça super pour tout le monde. Parce que comme ça, on est plus protégé pour le coronavirus. Voilà, la population, ou en tout cas la majorité des personnes que l'on a interviewées, vous l'avez vu, sont plutôt pour la vaccination des trentenaires. Et justement, pour poursuivre ce dossier, nous sommes avec un médecin généraliste, Thomas Kylian. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Première question, quel est votre point de vue concernant la vaccination? Qu'est-ce que vous dites à vos patients quand ils vous demandent s'il faut ou pas se faire vacciner? Alors, en tant que professionnel de santé, nous avons tout d'abord, nous, une responsabilité individuelle par rapport à notre patientèle. Donc la question ne se pose pas. Il nous faut prémunir nos patients d'un risque de contamination. Donc bien évidemment, je suis partisan de cette vaccination. Mon discours va être un discours d'information. Je pense qu'en tant que médecin, nous sommes là pour apporter une information claire sur la base des données scientifiques actuelles et respecter le libre arbitre de notre patientèle en leur expliquant que nous sommes dans une situation actuellement où malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'autres alternatives. Beaucoup de thérapeutiques sont en cours de développement, donc il y a des travaux intéressants sur des antiviraux, sur pas mal de thérapeutiques, mais qui ne sont malheureusement pas encore suffisamment au point. On sait qu'il faut espérer une immunité au moins supérieure à 70% pour pouvoir sortir de cette pandémie. Beaucoup d'épidémiologues nous disent qu'il faudrait dépasser les 80, voire 90%. Et donc la vaccination s'impose comme l'outil principal et le seul outil actuellement pour permettre justement une immunité. Bien sûr, il y a parfois des peurs, des angoisses concernant cette vaccination venant de vos patients? Bien sûr, surtout sur les premières semaines, les premiers mois de la mise sur le marché de ces vaccins. Encore une fois, c'est la nature humaine. La nouveauté fait toujours un petit peu peur, c'est normal. Les arguments sont les arguments de certains par rapport à la vaccination en général. On sait qu'il y a beaucoup de polémiques infondées qui circulent encore sur l'effet des vaccins. Et puis, bien sûr, une projection à moyen long terme de se questionner sur cette nouvelle technologie. En l'occurrence, la principauté propose le vaccin de chez Pfizer, donc à base d'ARN. C'est une technologie novatrice, mais pour laquelle, bien sûr, nous n'avons pas encore de recul, puisqu'elle existe à peine depuis 1 an et demi. Donc les questionnements vont être sur les effets individuels. Est-ce qu'il peut y avoir des effets à long terme qui pourraient apparaître plus tard? Les effets éventuellement sur la descendance, sur les enfants. C'est des questions qui reviennent assez régulièrement. Qu'est-ce que vous leur répondez, justement?
Alors moi, en tant que professionnel de santé, je ne suis pas immunologiste, je ne suis pas spécialisé en génétique, mais je m'appuie sur les outils validés et les outils scientifiques. Donc actuellement, nous savons que les vaccins à base d'ARN vont avoir un mécanisme d'action spécifique qui ne va pas agir sur le noyau de la cellule. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Notre patrimoine génétique se trouve à l'intérieur du noyau et donc le vaccin n'agit pas à ce niveau-là. Le vaccin, il agit également de manière très locale, vraiment sur le point d'injection, au niveau musculaire. Il n'agit pas du tout au niveau des organes de reproduction, donc les risques sur la descendance sont nuls. Il n'y a actuellement aucune crainte par rapport à ce risque de transmission. Et encore une fois, n'agissant pas sur le noyau, le risque de modification génétique, a priori, n'est pas à craindre selon toutes les données de la science en vigueur actuellement. Ce qui peut faire peur, ce sont les effets indésirables. Vous l'avez constaté dans votre cabinet ? Oui, tout à fait. Il y a des effets indésirables qui apparaissent, qui sont quand même relativement rares, qui restent du domaine des effets indésirables classiques des vaccins, donc courbatures, un petit peu de fièvre, des douleurs, mais qui restent minimes. Sur la principauté, nous n'avons noté aucune complication grave sur l'ensemble des patients qui ont été vaccinés. On est à une quarantaine de % de la population, soit plus de 15 000 patients quand même vaccinés, avec aucun cas grave relaté à ce jour. Est-ce que vous avez remarqué un changement d'opinion avec le temps ? Oui. Il y avait une opposition peut-être plus importante lors de l'apparition du vaccin, avec bien sûr tous ces questionnements pour lesquels nous n'avions pas forcément toutes les réponses à apporter. Le recul actuel rassure les gens. Certains modèles aussi internationaux, je pense par exemple à l'État d'Israël qui a eu une vaccination massive avec, je crois actuellement, plus de 60% de couverture vaccinale et avec une reprise d'une vie quasi normale qui commence à se mettre en place et avec vraiment une chute libre des hospitalisations et des nouveaux cas. Donc les patients sont fatigués de cette situation sociale, de ce quotidien austère, de ces restrictions et sont bien conscients aussi qu'il y a des conséquences économiques et sociales qui sont gigantesques face à cette pandémie et que si elle doit perdurer encore pendant des années et des années, ce sont des moments difficiles qui nous attendent et que la vaccination est probablement un des outils principaux pour en sortir. Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes vaccinées a fait diminuer le nombre de cas de Covid ? Vous avez constaté moins de cas dans votre cabinet ? C'est incontestable. C'est incontestable sur les dernières semaines et même sur les 2 derniers mois. Nous avons vraiment une diminution très très importante du nombre de cas. Là où nous enregistrions plusieurs cas tous les jours, actuellement nous avons quelques cas épisodiques par semaine. Mais encore une fois, il faut rester vigilant. Le virus est toujours en circulation, il y a moins de cas, le confinement et la vaccination ont vraiment eu des effets bénéfiques, mais nous rentrons dans une période charnière, une période vraiment très délicate où il va falloir que chacun fasse attention pour ne pas risquer une nouvelle vague justement à l'automne et à la rentrée. Restons vigilants, c'est un message important à faire véhiculer. Docteur Kilian, merci. Merci à vous. On passe au premier point info avec vous, Alexandra Pani. Comme l'année dernière, on ne va pas en voir de toutes les couleurs dans le ciel monégasque cet été. Bonsoir Fabien. Les amateurs du concours pyromélodique devront patienter encore car la mairie s'est résolue à annuler cette édition 2021 également. Habituellement, ce sont 4 rendez-vous durant l'été qui sont organisés, permettant aux artificiers du monde entier de montrer leur savoir-faire. Un nouveau visage aux commandes du restaurant étoilé Elsa. À seulement 30 ans, Manon Fleury a déjà imposé sa cuisine engagée et de conviction. La chef propose une démarche zéro déchet, d'utilisation complète du produit, emblématique d'une nouvelle génération de chefs respectueux du vivant. Une philosophie déjà adoptée par le Monte Carlo Beach, mobilisé pour le respect de l'environnement. Premier restaurant étoilé 100% biologique et pêche sauvage et certifié depuis 2013 par EcoCert. Un nouveau menu à découvrir dès vendredi. Pour les mélomanes, vous nous donnez rendez-vous sous la verrière de l'Hôtel Hermitage. Oui, une soirée complète sous le thème de l'invention de la modernité. Au programme, un récital de Stéphane Cassard et Stella Almondo dès 18h30, puis un dîner 4 plats par Yannick Aleno. Les réservations sont ouvertes pour un tarif de 300 € par personne. Cette année, le Festival international de télévision de Monte Carlo fête ses 60 ans. Oui Fabien, un anniversaire reporté à cause de la crise sanitaire, mais cette année le rendez-vous est bien maintenu, avec en projection pour la soirée d'ouverture une série sud-africaine, Reika. Une cérémonie qui se tiendra le 18 juin au Grimaldi Forum. À l'occasion de cette soirée, les membres du jury 2021 seront également présentés.
Merci Alexandra. Nous vous retrouverons pour la suite de l'actualité en bref, juste après cet entretien sportif. Dans un mois et demi, environ le vendredi 9 juillet plus précisément, le Stade Louis II sera drapé des couleurs de la Diamond League avec le meeting Hercules. Nous sommes avec le directeur de cet événement, Jean-Pierre Chebel. Bonsoir. Bonsoir. À quelques semaines du rendez-vous des épreuves, dans quel état d'esprit êtes-vous, vous-même et votre équipe? Toute l'équipe est, je dirais, bien occupée. On a beaucoup de choses à remettre en place. Bien entendu, un meeting de cette qualité ne se fait pas du jour au lendemain. Donc actuellement, on est à la fois sur la partie organisationnelle et puis la partie aussi invitation des athlètes. Ça devrait être une belle édition. Que peut-on dire de cet Hercules 2021 ? L'Hercules 2021 s'annonce, oui, pour être un bon produit. En tout cas, notre comité d'organisation fait tout pour que ça le soit. Ça sera la possibilité de voir pour le public, de voir les stars qui seront présentes aux Jeux Olympiques juste derrière nous de Tokyo. Et ce sera vraiment les derniers réglages pour ces champions, les possibilités de parfaire leurs conditions, leur préparation physique. Et des stars, justement, il va y en avoir, il y a des grands noms qui sont prévus. Oui, bien sûr. Le plateau, actuellement, on est en train de débuter, je dirais, la constitution du plateau. C'est quelque chose qui démarre maintenant, mais je veux dire, je pense que le plateau sera en effet de très grand niveau. On peut donner des noms ou c'est encore trop tôt? Non, je veux dire, c'est encore trop tôt. D'abord, il n'y a pas eu beaucoup de compétition l'an dernier, il y en a un peu pour l'instant. C'est vrai qu'on est vraiment dans les balbutiements actuellement. Bon, j'aurais essayé en tout cas de vous faire sortir quelques noms comme ça. Il y aura en tout cas la parité, 7 épreuves hommes et 7 épreuves pour les femmes? Oui, absolument. On a 14 épreuves au programme, 7 hommes et 7 femmes, tout à fait, oui. Quel type d'épreuve il va y avoir? Il va y avoir le 100 mètres pour les hommes. Si on peut en quelques mots développer les disciplines. On a en épreuve en sprint, on a le 100 pour les hommes, les 200 pour les femmes. On a en demi-fond le 800 et le 1500 et le 3000 steeple pour les hommes et pour les femmes. Et on a le 400 et la perche pour les femmes. Les femmes auront aussi le triple saut et le javelot. Et pour les hommes, ce sera le saut en hauteur et le saut en longueur. Un mot sur la piste qui date de l'année dernière. C'était un nouveau processus, une nouvelle surface inédite. Comment se porte-t-elle, cette surface? La piste se porte bien, elle est toujours parfaite. Elle est prête à accueillir les champions. En tout cas, notre bitume est prêt. Et je veux dire, pour de très belles performances sur la piste. Et ça devrait être un meeting avec du public. Est-ce que l'on connaît déjà la jauge et les règles sanitaires à respecter? Oui, le public, pour l'instant, on table sur au moins 8000 spectateurs. Les règles sanitaires, bien entendu, seront celles en vigueur à ce moment-là. Bon, ça sera sur les masques obligatoires et je veux dire, on fera justement avec cette jauge de 8000 spectateurs un rang sur 2 et les séparations des places d'un siège par groupe de réservation. Donc, je veux dire, toutes les mesures seront prises comme elles avaient été prises l'an dernier. On avait bien fonctionné l'an dernier, vraiment, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien cette année. Et c'est compliqué d'organiser un meeting de ce standing dans ce contexte-là? Ça a été très très compliqué l'an dernier, je ne vous cache pas que l'an dernier on a vraiment dû, on a dû tout réinventer. Bon, l'expérience de l'an dernier justement va nous servir et ça va nous permettre, je veux dire avec l'aide du gouvernement, puisque nous suivrons bien entendu les recommandations du gouvernement, qui va nous permettre d'accueillir du public, d'abord des sportifs et du public en toute sécurité. Pour les non-initiés en athlétisme, qu'est-ce que représente la Ligue de Diamant, la Diamond League, et l'importance pour Monaco d'en faire partie? C'est la première division, vraiment c'est le top du top. Pour moi, après les championnats du monde ou les Jeux Olympiques, c'est la Diamond League, la compétition du plus haut niveau. L'avantage surtout, c'est qu'en 2 heures de spectacle, vous avez un programme regroupé. Vous voyez, parce que vous allez voir à Tokyo en 10 jours. Donc c'est vrai que c'est la possibilité de voir en une soirée un très beau spectacle d'athlétisme. On rappelle la date, le vendredi 9 juillet, en soirée. Il reste des places? Oui, on ouvre seulement la billetterie, il y a les places, je veux dire, aucun problème. Tout le monde est bienvenu pour réserver ses places et pour venir nous rejoindre ce vendredi 9 juillet. Oui, tout à fait. Allez, je retente. Vous avez des noms à nous donner comme athlète? Allez, j'abandonne. Jean-Pierre Chebel, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. On vous retrouve, Alexandra, pour la suite de l'actualité. On reste dans le domaine sportif avec une victoire sur le fil de la Roca Team. 74-73, il en a fallu de peu pour la Roca Team, mais c'est donc une 4e victoire consécutive pour les Rouges et Blancs, malgré une fin de match très serrée. Prochain rendez-vous jeudi face au Mans à 18 h avec le retour très attendu du public à Gaston Médecin.
Il est déjà temps de penser aux futures activités pour nos enfants cet été. Oui, le centre de loisirs Prince Albert II a ouvert ses réservations pour les prochaines vacances scolaires. Si vous souhaitez y inscrire vos chères têtes blondes, ne perdez pas de temps et rendez-vous directement sur leur plateforme en ligne. Un appel aux dons est lancé pour l'association Semeurs d'Espoir. Oui Fabien, les stocks de l'association sont épuisés. Une collecte alimentaire est donc organisée ce samedi au centre commercial de Fontvieille de 8h30 à 19h. Et attention, privilégiez les denrées longue conservation. Un nouveau concept store vient de voir le jour et a lancé son premier événement Océan qui met à l'honneur des personnalités du monde du sport, du design et de l'art. À découvrir jusqu'au 15 juillet prochain. Vanessa Dessy vous en dit plus. C'est dans un esprit d'ouverture vers le monde du design qu'un nouveau concept store a ouvert ses portes. La Loggia est un espace méditerranéen, un univers collaboratif où sont accueillis de grands noms du design italien et d'artistes de renommée internationale. Au-delà d'un magasin de mobilier et de décoration, on a souhaité regrouper différents univers liés évidemment au monde de la décoration, donc le milieu artistique, le mobilier, la photographie. On va développer à l'avenir 2 thématiques annuelles. La prochaine sera très certainement le Japon et à chaque fois on associera une association, une fondation en relation avec le thème. Les designers et leur travail seront des protagonistes de multiples histoires qui seront contées sur des thèmes différents tous les trimestres. Afin d'initier cette aventure, l'Océan est mis à l'honneur par des personnalités du monde du sport, du design et de l'art. Je pense que l'équipe du showroom avait entendu parler de mon projet qui s'appelle Corail Artefact, qui est un projet qui allie l'art, la science, l'industrie et l'éducation pour tenter de trouver des solutions pour aider le corail à survivre et à se régénérer. L'idée, c'est créer des œuvres, sensibiliser le public à travers ces œuvres, mais aller un peu plus loin aussi. Parce que les artistes, on a souvent tendance à montrer ce qui ne va pas, mais peut-être on peut aussi aller plus loin et mettre notre créativité au service de vraies solutions pour l'environnement. Et du coup, j'ai créé aussi des protocoles de recherche et je m'inspire toujours des savoir-faire traditionnels pour trouver des réponses aux enjeux contemporains. Une partie des recettes sera reversée à la Fondation Prince Albert II afin de contribuer à la protection de l'environnement. Nous l'avons appris mardi dans la soirée. Le directeur artistique de la Société des Bains de Mer nous a quittés à l'âge de 68 ans. Jean-René Palacio a créé il y a 20 ans le Monte Carlo Sporting Summer Festival. Il y a une quinzaine d'années, le Monte Carlo Jazz Festival. Il était également le directeur artistique du Jazz à Juan, une pointure dans son domaine. Il a fait monter sur la scène de la Salle des Étoiles ou encore de l'Opéra Garni les plus grandes stars du moment. Je vous propose d'écouter 2 personnes qui l'ont bien connu professionnellement. Et ça va même au-delà de cette sphère professionnelle. C'était des amis, Jean-Luc Biamonti et Françoise Gamerninger. Ce que je souhaite qu'on retienne de cet homme de grande culture, c'est la mission qu'il a accomplie à Monaco, qui était essentielle dans le domaine musical. Les relations qu'il a su entretenir avec les artistes internationaux et en même temps sa volonté de donner un éclairage tout particulier aux jeunes artistes. Et je pense que c'était très important dans le milieu musical. De son action également, je voudrais que l'on retienne son audace. L'audace de mélanger les genres musicaux, d'inviter Marcus Miller avec l'Orchestre Philharmonique et de nous faire découvrir toutes sortes de musiques sans être frileux. Jean-René a travaillé pour nous pendant plus de 20 ans à la direction artistique. C'est lui qui a monté le Summer Festival au Sporting. Plus tard, en 2006, il a monté le Jazz Festival, qui était sa passion. Et peut-être que c'est ça qu'il faut retenir, la passion. Il adorait la musique, il adorait ses amis, il adorait le foot, il adorait le rugby, il adorait la moto, il adorait tout, quoi. Tout ce qu'il faisait, il le faisait à fond. Et non, mais il était adorable. On a travaillé jusqu'au bout, hein. Même sur le lit d'hôpital, il bossait, il nous aidait à monter des spectacles pour l'année qui vient. C'était le 15e anniversaire du Jazz Festival cette année. On réfléchit, on va essayer de faire un petit hommage quelque part. Le monde de la culture en principauté est en deuil. À l'international également, nous sommes avec le batteur Manu Katché. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez, comme nous, appris cette nouvelle, la disparition de Jean-René Palacio. Une réaction? J'ai plein de réactions. La première, c'est que je suis super triste parce qu'au fil des années, j'ai eu beaucoup de collaborations avec Jean-René et on est devenus amis.
parce que c'était un garçon qui était extrêmement proche des artistes et des musiciens, qui avait tous les codes, qui aurait pu être musicien lui-même, et qui avait surtout une énorme bienveillance et qui était toujours à l'affût d'échailler des collaborations avec un tel ou un tel, même si les gens ne se connaissaient pas, de réunir les gens un petit peu comme une famille. Et finalement, l'application de ce qu'il aimait est devenue la même chose entre nous, et puisque j'ai même été jusqu'à lui accrocher la petite médaille des Chevaliers des Arts et des Lettres à Monaco. C'était un moment assez intense avec Monseigneur, et j'ai vraiment l'impression d'être rentré un petit peu dans son intimité amicale, et c'est vrai que quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a rendu très triste, parce que c'est comme lorsqu'on perd un membre de sa famille, une espèce de grand frère qui est là, et vous savez que vous pouvez compter, que vous allez retrouver chaque année au moment des festivals ou à d'autres moments, parce qu'on a passé plein de moments, des déjeuners, des choses ensemble. Et ouais, ça m'a rendu super triste. Et j'en suis triste parce que je me dis, voilà, je vais pas le revoir, quoi. Vous avez un souvenir que vous allez garder de lui, à votre avis? Quel souvenir vous avez? On a passé plein de moments très très importants. Ce que je pourrais dire, peut-être le plus drôle, c'est au moment où je suis allé à l'hôpital, où c'est vraiment pas un lieu où on a vraiment envie de traîner, et malheureusement il était obligé d'y passer régulièrement. Je me souviens, on passe un bon moment. J'étais d'ailleurs entre autres avec Éric Lénini. Donc on rend visite à Jean-René dans sa chambre. Il est plutôt pas mal. Il est dans son fauteuil. Et puis au bout d'un petit moment, il dit on sent qu'il est un petit peu fatigué, donc on va le quitter. Et il nous raccompagne à l'ascenseur. Et à ce moment-là, il y a tout l'ensemble du staff, soignants, infirmiers, etc., qui sont là. Il fait des grands coucous parce qu'il est très 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 sympathique. Et il leur fait comprendre que je suis quelqu'un de très connu dans le monde du football. Et il est là, ouais, c'est un super footballeur. Et je me souviens avoir rigolé parce que c'était tellement inattendu. Je me suis dit, il va dire qui je suis, voilà, c'est bon, je suis musicien, peut-être que certains me connaissent pas, d'autres, peu importe. Et lui, il était très très fier de ça, on a super rigolé. Alors que le moment et l'endroit n'étaient pas franchement l'idéal pour ce genre de... Et je pense qu'il va nous manquer, en tout cas moi ça va me manquer. Manu Katché, merci infiniment d'avoir répondu comme ça à ces questions concernant Jean-René Palacio. Merci. Merci à vous. Jean-René Palacio et Monaco Info, c'était une vieille histoire d'amour. Nous avions travaillé ensemble pour l'émission Backstage. Il nous a fait de sublimes cadeaux musicaux. Il nous a permis de découvrir de nouveaux univers et rencontrer des personnes formidables. Pour tous ces souvenirs et ces moments de rire avec toi, nous t'en sommes éternellement reconnaissants. Si nos cœurs sont assombrés aujourd'hui, qu'en est-il du ciel, Alexandra, pour demain ? Une journée en demi-teinte, Fabien. Le ciel sera clair, mais il faudra compter sur la présence de nuages tout au long de ce jeudi. Le thermomètre affichera 20 degrés et nous célébrerons Saint-Augustin de Canterbury en ce 27 mai. Merci Alexandra. Ce journal est terminé. Vous retrouverez jeudi 19h Patricia Navarro. On se quitte avec les photos du jour consacrées à la mer Méditerranée. Ça me permet de vous dire que nous recevrons demain en entretien l'apnéiste monégasque bien connu Pierre Frolat. À très bientôt. Au revoir.